Les récentes manifestations au Togo ont surpris plus d'un, tant les voyants sur le changement qualitatif et le développement amorcé par le pays étaient probants. Mais à l'évidence, on a eu tort de croire que tout allait bien. L'opposition, avec comme chef de file le PNP, le Parti national panafricain, né en 2014, s'est mobilisé pour appeler, entre autres, au changement de la Constitution, mais aussi à la limitation du mandat présidentiel à 10 ans maximum. La manifestation pacifique à la base a viré en affrontement dans plusieurs villes du pays, les autorités arguant qu'elles ne l'avaient pas interdite, mais plutôt refusé l'itinéraire tracé par l'opposition. Unir le parti au pouvoir a aussi eu une réunion de la communication qui en ressort est claire. Il faut éviter de mettre la vie des Togolais en danger. Le bilan de cette sortie du PNP, aussi bien au Togo que du côté de la diaspora, sera en débat sur Angle de Vue, votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Un malaise est-il perfectible au Togo? Quels sont concrètement les reproches faits au parti au pouvoir? Que retenir de la sortie du PNP ainsi que de l'appel à manifester de plusieurs autres partis coalisés? Pourquoi appeler à manifester alors qu'une commission mise en place par le président Faure Gnassingbé est en pleine tournée aux fins de recueillir l'avis des Togolais? Unir le parti au pouvoir a lui aussi appelé les Togolais à refuser les discours clivants, notamment basés sur la haine et la violence. Allusion à peine voilée au PNP et à son leader Togo Grief de l'opposition contre le pouvoir. Regard des hommes de médias, ce sera notre débat du jour sur Angle de Vue. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. Le débat s'installe juste après l'intermède. Et à nos côtés aujourd'hui pour en parler, Sam Djobo, bonjour. Bonjour Johannes, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Journaliste, vous êtes directeur de publication du journal L'éveil de la Nation. C'est un journal togolais. Merci d'être sur ce plateau. Face à vous, Josperzo Anago, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes consultant en médias, vous êtes béninois, vous résidez au Bénin, même si vous avez parcouru plusieurs pays de la sous-région, dont le Togo. Vos analyses aussi nous seront d'importance. Messieurs, merci. Togo, grief de l'opposition contre le pouvoir. Regard des hommes de médias, le Parti national panafricain qui mobilise contre le régime en place. Sam Djobo, quel est votre premier ressenti après ces manifestations-là? Alors, après les manifestations du 19 août dernier, il faut dire que, en tant qu'homme de médias et puis togolais, on sent que l'échiquier politique au niveau du Togo doit forcément se recomposer, parce que le Parti national panafricain est un tout nouveau parti. Il existait depuis 2013-14 par là, donc c'est un parti qui a 3 ans d'existence, mais qui vient un peu ravir un peu la politesse au parti traditionnel de l'opposition. Parce que quand vous voyez la mobilisation qui a été faite le 19 août dernier, vous allez vous rendre compte que juste au lendemain de la présidentielle de 2015, aucun parti d'opposition n'a pu mobiliser assez de militants dans les rues. Et donc, au regard de ça, nous disons que l'échiquier politique doit forcément être recomposé. Maintenant, pourquoi l'attitude des militants du PNP par rapport à la manifestation du 19 août qui a dégénéré aux affrontements conduisant à des blessés, à mort d'hommes? Je crois qu'on pourra revenir dans le débat. Tout à fait. Josperzo Anago, vous avez aussi suivi cette actualité-là au Togo, des manifestations violentes. On sait aussi que la diaspora togolaise vivant en Allemagne s'est impliquée. On a vu, l'Allemagne c'est quand même un pays de démocratie, qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. Mais il y a un fait spécifique en Allemagne, c'est qu'Angela Merkel dirige le pays depuis 2005 et qu'elle est candidate pour un autre mandat. Personne n'y trouve à redire. Pourquoi est-ce qu'au Togo, on trouve que le président Faure a assez dirigé le pouvoir? Bon, ben, cela s'explique. Les deux contextes ne sont pas les mêmes. Quand on prend l'Allemagne, les institutions fonctionnent régulièrement. Et tout a été fait de façon aussi régulière. Et donc, il va sans dire que Angela Merkel peut renouveler 2 mandats, mais c'est sur la base de règles qui ont été définies au préalable. Par contre, si on oppose le Togo en face, cela n'est pas le cas. C'est-à-dire, on a vu l'avènement même de l'actuel président, Faure Gnassingbé, on l'a vu, et son avènement, au départ, a posé problème.
C'est vrai, si après il a gagné une nouvelle vigilité politique, il n'en demeure pas moins que dans l'imagerie populaire, la façon dont on l'a vu venir a laissé un arrière-goût aux Togolais. Et donc, on ne peut pas comparer les deux exemples. La démocratie en Allemagne se vit d'une autre manière que celle du Togo. Voilà. Donc c'est mon point de vue. Voilà. Donc moi je peut-être pour rebondir par rapport à ce qu'il dit, la similitude entre ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe au Togo, c'est que dans les deux pays actuellement il n'y a pas de limitation de mandat présidentiel. Et pris comme ça, on peut se dire qu'il y a une ressemblance. Mais quand il parle de l'ancrage démocratique et tout, je conviens. Bien, je lui concède ça parce que l'Allemagne c'est une grande démocratie, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les pays africains. Pas le Togo seul, mais quand on compare la démocratie en Allemagne et la démocratie dans nos pays, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Maintenant, parlant de l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Faure Gnassingbé, il est arrivé au pouvoir en 2005. C'est vrai qu'au lendemain de la mort de Yadema, il y a eu des stratégies ou des tactiques pour l'amener au pouvoir. Mais après, il s'est retiré. Il fallait être élégant et fair play pour accepter de quitter un pouvoir que d'autres vous ont remis dans les mains. Donc, il s'est retiré et s'est repositionné pour la présidentielle qui s'est tenue, je crois, en avril de la même année. Et donc, c'est à l'issue de cette élection qu'il a remporté. Mais il a hérité d'une constitution que lui-même, il n'avait pas faite. Une constitution qu'il était à son avantage. Il hérite d'une constitution tripatouillée par d'autres en 2002 et qui lui trace le boulevard devant. Et pour replonger un peu le Togo dans l'histoire, c'est qu'en 2002, il y avait eu des élections législatives auxquelles l'opposition n'avait pas pris part. Or, il fallait que l'opposition y prenne part pour constituer une minorité de blocage au niveau de l'Assemblée pour éviter que le parti au pouvoir puisse modifier les textes constitutionnels. Donc, à partir de cet instant, je crois que la première pierre à jeter, c'est à l'opposition qui avait boycotté les élections de 2002 et qui avait donné la latitude à Yadema de mourir au pouvoir. Yadema meurt, et puis c'est Faure Gnassingbé qui arrive en 2005 à l'issue d'une élection. Donc c'est à travers l'accord politique global signé en août 2006 que les acteurs politiques s'étaient entendus pour qu'après l'élection, qu'on puisse passer aux réformes constitutionnelles et institutionnelles qui vont permettre au pays de retrouver la constitution originelle de Ce 1992. n'est pas aussi évident, c'est pas aussi évident. Donc les jeux étaient pipés au départ, il faut le reconnaître. Les jeux étaient pipés au départ. Pour ceux qui aiment le Togo, cela saute à l'œil. C'est-à-dire, la jeunesse telle qu'il vient de la présenter, c'est vrai, ça se voit de loin, de cette façon, mais quand on s'approche du système, on se rend compte qu'il n'est pas facile. D'ailleurs, juste après le décès du vieux Yadema, paix à son âme, le Togo était verrouillé. C'était verrouillé, c'était pas facile pour l'opposition. Ce qui faisait que beaucoup de Togolais, des politiciens, et tout ce qu'on veut, quittaient le pays. C'était verrouillé. Donc, dans un système aussi verrouillé, pour aller contre, parfois certains ont préféré user de la politique de la chaise vide. C'est ce qui explique, par exemple, le rejet de l'attitude. Voilà. Oui. Et cela, dans le contexte togolais de l'époque, cela s'explique. Cela s'explique. Voilà. C'est ça ou rien. Bon. Alors, les manifestants réclament, entre autres, un changement de constitution. On en a parlé, notamment la limitation du mandat présidentiel à 10 ans maximum. Est-ce qu'aujourd'hui, ces préalables sont nécessaires, selon vous? Oui, en fait, c'est des préalables qui tiennent à cœur toutes les formations politiques. Parce que quand vous prenez le parti au pouvoir UNIR appelle à une révision constitutionnelle. Quand on parle de révision constitutionnelle, c'est inscrit en noir et blanc dans l'accord politique global, signé en août 2006, je le rappelais. Mais pour le PNP, fondamentalement, il faut qu'on mette sous éteignoir la constitution en vigueur pour retourner à la constitution de 1992, qui limitait le mandat présidentiel de 5 ans 2 fois. Donc ça dit que vous êtes élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, les élections à 2 tours. Et donc pour le Parti national panafricain, il faut repartir à ces fondamentaux démocratiques. Mais au même moment, au niveau du parti au pouvoir aussi, les gens ont à cœur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Sauf que là où ça achoppe, c'est qu'au niveau de l'opposition, on se demande, ou bien on insiste, qu'après les réformes constitutionnelles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les réformes sont ramenées à un mandat de 5 ans 2 fois, le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, ne doit plus se représenter à une quelconque élection. Alors, au parti au pouvoir, on estime que les mandats antérieurs de Faure Gnassingbé doivent être mis en perte et profit et remettre le compteur à zéro. En fait, c'est là que ça achoppe. Pour l'opposition,
il faut balayer, il faut interdire au président actuel de se représenter. Alors, les militants du parti au pouvoir disent non. Pour le moment, nous sommes aux affaires. Et si on doit procéder ainsi, on doit passer par des négociations. Et justement, même l'accord politique global parle de consensus. Au niveau de l'Assemblée nationale togolaise, actuellement, aucune formation politique ne peut se réjouir d'avoir le maximum requis pour opérer les réformes. C'est-à-dire que le parti au pouvoir, qui a autour de 69 députés, est obligé de s'allier soit au parti ANC de Jean-Pierre Fabre pour avoir le maximum requis et procéder à des réformes. Mais au niveau du parti de Jean-Pierre Fabre également, on dit non, que si on arrive à opérer les réformes, Faure Gnassingbé ne peut plus se représenter. Alors, d'un côté comme de l'autre, chacun dit non, qu'il faudra essentiellement qu'on ne fasse pas des tests taillés sur mesure ou bien qui visent des individus. Et c'est là que les discussions achoppent actuellement. Il faut reconnaître, je ne défends pas l'opposition, je défends le Togo dans sa quête de la paix et de la cohésion. Il faut remonter un peu à la CVJR. Bien sûr. Pour constater que voilà une commission réconciliation, vérité et réconciliation qui a été mise en place, pilotée par Monseigneur Bariga, si je m'abuse, et les résultats sont mitigés. Mitigés du fait qu'on sent qu'il y a de l'arrogance de la part de ceux qui devraient véritablement venir faire le mea culpa. Vous voyez, vous voulez parler du parti au pouvoir? Oui. Tout à fait. C'est-à-dire des officiers qui sont accusés d'avoir commis des exactions. Des atrocités. Ont été appelés à venir parler entre griffes à cette commission. Je crois que c'est une occasion unique, une occasion en or pour se racheter. L'Afrique du Sud l'a expérimenté. Ça a marché, qu'on le veuille ou pas. Alors, lorsque ces mêmes officiers viennent à cette commission et déclarent qu'en fait, il n'y a jamais eu de mort, il n'y a jamais eu de crime, il n'y a jamais eu ça froisse. Et donc l'opposition a déjà fait ce genre d'expérience et en était sortie désabusée. Et dans ces conditions, il est difficile pour cette même opposition, je dis il est difficile, je ne défends pas, mais il est difficile pour cette opposition de croire en la bonne foi de l'interlocuteur en face. Ça, c'est mon avis. Voilà. Alors, non, c'est important de recadrer, parce qu'il y a des contre-vérités dans ce qu'il vient de dire. Quand il dit, par exemple, qu'au niveau de la CVJR, il y a des gens qui ont été identifiés comme des bourreaux, qui ne sont pas venus présenter leur mea culpa, pour rappeler que la CVJR fait un travail qui part de 58. De 58 à l'ère démocratique. Alors, pendant l'ère démocratique, peut-être il y a des trucs comme il n'est pas togolais qui ne maîtrise pas forcément. Il y a eu des exactions. Il y a des militants de l'opposition qui ont commis des exactions sur des militants du pouvoir. Quand on prend Badjaye Bodje dans la partie de Kloto au Togo, les militants de l'opposition ont décapité des militants du parti au pouvoir. Et il y a des images. Il y a des militaires qui ont été pris à partie dans ce pays, le Togo, des militaires qui ont été décapités. Des images ont tourné en boucle à la télévision nationale. Et à l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que quand il met seulement l'accent sur les forces armées togolaises, moi je pense qu'il fait la mauvaise lecture parce que de part et d'autre, il y a eu des exactions. Alors c'est pourquoi le gouvernement a senti nécessaire de mettre sur pied cette commission pour essayer de réconcilier les Togolais, pour essayer de pacifier le pays, pour que les Togolais cessent de se regarder en chaîne de faïence. Je crois que c'est important. Et quel en a été le résultat? Aujourd'hui, Josper Zo, faut-il braver les recommandations des autorités? Je veux parler des manifestations de l'opposition. Est-ce que le pouvoir a dit n'avoir jamais interdit des manifestations? Est-ce que la stratégie du PNP est la bonne? Quel est votre avis sur ces manifestations-là qui ont finalement conduit à la mort de Togolais? La stratégie n'a pas été la bonne sur plusieurs aspects. Pourquoi? Mais elle a été efficace. Je pèse bien mes mots. Ce n'était pas la bonne, c'est-à-dire s'opposer à l'État central n'est pas la bonne chose. Donc sur cet aspect, je dis la stratégie de l'opposition n'a pas été la bonne. Mais ça a payé, malheureusement, hélas, ça a payé. Pourquoi? Ils ont fait le buzz. Ils ont réussi à faire le buzz. Et de l'autre côté également, le pouvoir a été pris de court. Le pouvoir a été pris de court. Et c'est ce qui faisait la démarche de l'opposition qui n'a pas voulu suivre les itinéraires tracés. C'est-à-dire, enfin, ils se sont dit, sans doute, si nous suivons les itinéraires tracés, nous serons cadrés, nous ne ferons pas suffisamment de boucans. Et donc, ce faisant, ils se sont dispersés, ils n'ont pas respecté les règles du jeu. Et puis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le monde entier est au courant. Il n'y a pas eu autant de monde qu'auparavant. Tout à l'heure, mon confrère disait que c'est pour la première fois qu'on constate autant d'affluence. Je ne crois pas que ce soit totalement vrai. Il y a eu des manifestations au Togo, mais cadrées, encadrées, et ça n'a pas débordé pour autant. Mais cette fois-ci, ça a débordé. C'est le débordement qui a fait le buzz
et qui nous a montré que le PNP a sorti le grand monde. Je ne crois pas que forcément ce soit le grand monde. Voilà, Sam Diawara, votre avis sur non, quand je parlais de grand monde par rapport à la manifestation du PNP, j'ai dit au lendemain de la présidentielle de 2015. Depuis ce temps-là jusqu'à ce jour, pour le moment, c'est le seul parti qui a pu mobiliser assez de militants sur la rue. Maintenant, l'attitude du PNP, est-ce que c'est une bonne attitude? Moi, je pense non. Parce que quand le PNP a introduit une demande de manifestation pour rappeler qu'au Togo, nous sommes dans un régime d'information, par rapport à la dernière loi sur les manifestations, quand une formation politique veut organiser une manifestation publique, vous informez l'autorité. Vous ne demandez pas à manifester, mais vous informez l'autorité. Donc, on est dans un régime d'information. Alors, quand vous informez l'autorité, l'article 12 permet à l'autorité de faire des observations par rapport à votre demande, puisque vous tracez l'itinéraire et tout. Quand l'autorité a des présomptions ou a des indices qui lui permettent de comprendre que la manifestation peut dégénérer ou la manifestation va chuter à un endroit qui n'est pas, recommandable, alors l'autorité peut vous faire des propositions. C'est ce qui a été le cas quand le PNP a introduit l'information pour la manifestation. L'autorité les a invités à échanger avec eux pour qu'ensemble on essaie de définir l'itinéraire. Pour rappeler que le PNP organisait des marches synchronisées à Lomé, mais ensuite dans 4 villes du pays qui sont situées sur la nationale numéro 1. La nationale numéro 1, c'est cette voie qui part de Lomé et qui aboutit à Saint-Cancé, à la frontière avec le Burkina Faso. Donc l'autorité dit, vous ne pouvez pas bloquer la nationale numéro 1 aux mêmes heures, le même jour, pendant que nous n'avons qu'une seule voie pour venir à la capitale. On peut avoir des évacuations sanitaires pendant que vous organisez la manifestation, qui peut durer 2 heures, 3 heures, ou bien même toute la mi-journée. Alors, on vous propose d'autres itinéraires. Ils ont dit qu'ils vont repartir et revenir, ils vont échanger davantage. Le deuxième rendez-vous, le Parti national panafricain n'était pas arrivé. Et donc, c'est par rapport au refus du Parti national panafricain d'arriver que l'autorité leur a envoyé une correspondance dans laquelle on leur définissait de nouveaux itinéraires. Et donc, c'est en fait, le problème a démarré au moment où l'autorité a estimé que la nationale numéro 1 est un point névralgique. C'est comme le CAP 2015 qui contient en son sein l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre, a l'habitude d'organiser des manifestations de rue. Mais la plupart du temps, il y a eu une première manifestation de CAP 2015 ou bien du CST, à l'époque collectif Sauvons le Togo, qui avait chuté au niveau de Décon. Pour ceux qui connaissent bien Lomé, Décon, c'est le grand carrefour commercial de la capitale. Et ça avait empêché à d'autres Togolais qui n'étaient pas concernés par la manifestation de vaquer à leurs occupations. Et donc, l'autorité, dans les jours à venir, quand il y a manifestation, l'autorité dit, il y a des séances de travail. On leur dit, vous ne pouvez plus chuter là-bas parce qu'il y a d'autres Togolais. Voilà, parce que d'autres Togolais travaillent là-bas. Donc, il faut trouver un autre point de chute et de commun accord, d'autres points de chute sont trouvés, des itinéraires ont été tracés, ça a été respecté, il n'y a jamais eu de problème. Donc, pour revenir et dire que ce n'est pas des manifestations qui ont été interdites, mais plutôt, l'entente n'a pas été... ça dit que les deux parties ne se sont pas entendues sur les itinéraires. Si le PNP avait une stratégie à développer, si le PNP avait une stratégie à développer, c'est de ça que moi je parle. Voilà. C'est-à-dire aller répondre aux injonctions ou aux tracés de l'autorité ne les arrangerait pas. Donc c'est une stratégie qu'ils ont développée et ça leur a payé. Je ne dis pas que c'était une bonne chose, ça leur a payé. Alors Joseph Zouanago, on sait par exemple qu'à Sokodé, il y a eu des rixes entre les populations et les représentants de l'État. Il y a eu des commissariats brûlés, on a brûlé des véhicules, on a brûlé des motos, il y a eu des morts dans la région. Est-ce que on est toujours en train de réclamer plus de démocratie ou est-ce que on bascule déjà dans l'anarchie? Qu'est-ce qui explique la relative violence constatée dans certaines régions, notamment au nord? Intolérable ce qui s'est passé dans cette partie du nord et dans d'autres, mais principalement à Sokodé. C'est intolérable pour tout démocrate, où qu'il se trouve. Ce n'est même pas bon pour le PNP. Ce n'est à l'actif de personne, parce qu'en fait, moi, j'ai vu des images horribles, excusez du peu, où des agents, ceux qui sont chargés de la sécurité des populations ont été molestés, étaient en sang. Je ne vois pas la main du PNP, je vois la main de manifestants complètement incontrôlés. Ils ont brûlé les symboles de l'État. Ils ont détruit des infrastructures qui servent à tous. C'est intolérable. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Ce n'est pas non plus la meilleure formule pour faire des réclamations. Je n'arrive pas à m'expliquer comment cela puisse se produire. Et aujourd'hui,
si le PNP se dit se retrouvant dans ces exactions ou dans ces débordements, enfin, je ne voudrais pas le croire, mais j'attends de voir la suite, parce qu'en fait, il y a eu des armes qui sont dans la nature en ce moment, des armes qui ont été, des munitions qui sont dérobées. Personne ne peut à la date d'aujourd'hui nous dire l'utilisation qui en sera faite. C'est intolérable, pour tout dire, c'est inadmissible que cela puisse se passer. Sam Diop, ces manifestations, est-ce qu'elles étaient nécessaires, vu que la commission en charge des réformes est en pleine tournée au fin de recueillir l'avis des Togolais? Non, en fait, c'est là que beaucoup d'observateurs n'ont pas compris l'attitude du PNP, parce qu'en réalité, la commission de réflexion sur les réformes que le chef de l'État avait annoncé déjà l'année dernière en Allemagne, parce qu'il estime que par rapport à la question des réformes, j'avais fait un développement beaucoup plus haut, les politiques, chacun de son côté, veut tirer le drap vers lui. Chacun prêche pour sa chapelle au point où on ne s'entend plus. Donc, il avait estimé nécessaire de mettre sur pied une commission composée des universitaires, des juristes, des acteurs de la société civile, qui sont plus ou moins neutres, qui vont essayer de réfléchir sur la question des réformes. Et donc, cette commission, dans le déroulement de son chronogramme, a estimé qu'il était nécessaire d'écouter les populations togolaises. Donc, il y a une tournée qui est en ce moment même en cours. Et moi, j'estime qu'on aurait pu attendre les conclusions de cette tournée de la commission, dirigée par la juge Awa Nana, pour qu'on puisse se prononcer. Mais l'opposition estime qu'aucun de ses membres n'a été retenu dans cette commission-là et que les décisions issues de cette commission-là ne lui seraient pas forcément opposables. Oui, mais pas avant même cette commission de réflexion, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés. Il y a des cadres au sein desquels l'opposition se trouvait. Le CPDC, cadre permanent de dialogue et de concertation. Après, il y a eu le CPDC 2, il y a eu un CPDC rénové, il y a eu un dialogue Togo-Télécom. Il y a eu tous ces cadres-là au sein desquels l'opposition se trouvait. Mais comme je vous l'expliquais, le chef de l'État estime que les politiques, quand ils sont au sein de cette commission, chacun prêche pour sa chapelle, chacun veut tirer le drap de son côté. Je vous ai expliqué que les discussions achoppent sur le cas de Faure Gnassingbé. Est-ce qu'on va remettre son mandat à zéro ou bien on doit lui interdire de se repositionner pour des élections? Mais ce sont des questions politiques. C'est des questions politiques. On ne peut que les régler avec les politiques. Avec les politiques. Non, mais avec les politiques. Mais cette commission qui est en train de faire le travail, quand la commission va finir de déposer ses conclusions, je crois qu'ils doivent se retrouver au niveau de l'Assemblée. J'ai bien expliqué qu'au niveau de l'Assemblée, aucune formation politique n'avait le maximum nécessaire pour opérer les réformes. Et or, l'accord politique global parle de consensus. Quand on parle de consensus, ça veut dire que les acteurs politiques, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, doivent s'entendre sur le minimum pour qu'on puisse vraiment opérer les réformes. L'opposition estime que et les membres de cette commission-là, ce sont des membres qui ont déjà prouvé leur sensiblerie ou leur amitié avec le régime du président Faure et que, sur la base de cela, les conclusions ou cette tournée qui est engagée n'était en rien rassurante pour réellement arriver aux réformes. Oui, mais à y voir de près, ce sentiment peut se dégager véritablement de ce qui se passe au Togo. Ce n'est pas la première commission. Mon confrère l'a dit, il y en a eu énormément. C'est-à-dire, si la volonté, parce que la volonté devrait être d'abord politique, mais venant des gouvernants, c'est-à-dire, c'est important. Les gouvernants, si les gouvernants concèdent suffisamment sur leur position, je pense que ça pourrait y aller. Depuis des années, des dizaines, le Togo a connu énormément de réformes. Enfin, du moins, a initié énormément de réformes. Quels sont les résultats de ces réformes aujourd'hui? Et chaque fois, lorsqu'on est à quelques encablures des élections majeures, vous allez observer au Togo, on agite des réformes, on agite un certain nombre de choses, l'opposition de son côté, les gouvernants de leur. Ça pose un véritable problème du sérieux qui anime les uns et les autres, surtout les acteurs principaux. Allez recueillir l'avis, et il ne s'agit pas d'un référendum. Donnons-nous-en. Allez recueillir l'avis des populations en profondeur du pays et revenir les reverser au sein d'une commission. Les politiques qui ont à charge l'animation quotidienne de la vie en feront quoi? Entre nous. C'est-à-dire, quels seraient les résultats de ces... Qu'est-ce qu'on en ferait après? Pour vous, ce n'est pas très utile. Ce n'est pas véritablement utile, de mon point de vue. Qu'a-t-on fait de tout ce qui a été réalisé dans le passé, en termes de réforme?
Non, non, je crois, Johannes, je crois qu'il y a un aspect que Perso ne cerne pas forcément, parce que la commission de réflexion, avant que cette commission ne soit mise sur pied, il y a ce qu'on appelle à Lomé le HCRUN, au commissariat à l'unité nationale et à la réconciliation nationale, dirigé justement par la juge Awanana, qui est aujourd'hui à la tête de cette commission de réflexion. Donc le HCRUN avait eu à organiser un atelier sur les réformes. Et cet atelier prenait en compte tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, les organisations de la société civile. Mais à cet atelier, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, avait jugé utile de briller par son absence. Il n'était pas venu à cet atelier qui était consacré à jeter les premières bases de cette réforme. Mais là où le bas blesse essentiellement pour ces réformes, qu'on soit du parti au pouvoir ou des partis de l'opposition, ils sont unanimes pour accepter que le Togo doit passer aux réformes. Mais le seul point de désaccord, c'est celui que je vous ai expliqué. Maintenant, il faut la ferme volonté politique, comme le disait Perso, pour qu'on essaie de trouver une formule pour que les politiques nous amènent sans violence à des réformes, parce que ce qui s'est passé à ce côté, je ne m'étais pas prononcé là-dessus, c'est extrêmement grave que personne n'a intérêt à ce que ce pays s'embrase. L'une des richesses du Togo, c'est la paix dont nous jouissons. C'est vrai que ce qui se passe dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, on le voit, mais personne ne le souhaite pour son pays. Si vous avez un pays en insécurité, vous ne pouvez opérer aucune activité. Et donc ce qui s'est passé à ce côté, surtout à ce côté, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire qu'il y a des relents djihadistes et des relents islamistes qui sont en train de s'emparer. Justement, c'est par rapport aux images. Quand vous voyez des images avec des manifestants qui ont des chapelets islamiques tout autour du cou et qui brandissent des armes, ça donne des images d'autres pays où l'islamisme a un degré très poussé. Et nous ne voulons pas ça pour notre pays. Quand les gens manifestent et qui s'en prennent au commissariat de police, le seul de la localité, ou des gens qui d'avoir leur baccalauréat nouvellement, ont déposé des dossiers pour légalisation, et on incendie tout ça là, ces jeunes étudiants-là, désormais ils se retrouvent sans papier. Quand des gens investissent le commissariat et qu'ils emportent des armes, des gens qui prennent à partie les forces de l'ordre, chargés, sécuriser la manifestation, qu'on les passe à tabac, qu'on les ensanglante, et qu'on leur arrache des armes qui sont aujourd'hui dans la nature, qu'est-ce que ça devient? Je crois que c'est des situations sur lesquelles les partis de l'opposition doivent revenir pour essayer de sensibiliser et de faire comprendre à leurs militants que le pays qu'ils prétendent diriger demain ne doit pas être à feu et à sang. Voilà. C'est extrêmement clair. Josper Douanago, nous allons parler du PNP, de son leader Tipi Salifou Atchadam. Le credo principal du parti, c'est la fin de la dynastie Yassimbe. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut aborder le débat démocratique? Non, bien évidemment. Ça, c'est le débat tel que présenté. Si l'opposition togolaise a à cœur de reconquérir ou de conquérir le pouvoir d'État, je crois que cet argument ne tient pas debout. C'est-à-dire, le jeu démocratique, si on laisse faire le jeu démocratique, moi je ne vois pas de clan, Yassimbe. Le président s'en irait, c'est-à-dire régulièrement. Si le jeu est ouvert, il s'en irait. Je préférerais plutôt pour le PNP d'asseoir plutôt une philosophie qui a tout son essence dans les jeux démocratiques, au lieu de demander à quelqu'un de vider les lieux. C'est-à-dire fort à un pouvoir, enfin du moins à un mandat qui court. Il doit aller au terme de son mandat. C'est-à-dire, quand on prend le cas de Burkina, enfin, entre nous, moi j'aurais beaucoup souhaité que Blaise Compaoré ne soit pas parti de cette manière-là du pouvoir. Parce que c'est pas honorable pour nous en Afrique. Blaise Compaoré devait aller au terme de son mandat. C'est pareil pour Faure. Faure devrait aller au terme de son mandat. Au terme de ce mandat, l'opposition devrait bien s'organiser. En face, avec des challengers qui jouent le jeu, et puis on verra la suite. Mais à l'état où nous sommes, ce discours est faux et ça ne cadre avec aucune norme en matière de démocratie. Et donc, si tel est réellement le credo, et je ne voudrais pas le croire, le credo du PNP, ça ne pourra pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer, c'est de la violence simplement. Sam Diabo, vous êtes togolais. Je rappelle que le PNP est, selon plusieurs sources au Togo, s'appuie sur des bases ethniques avec un langage haineux. Et quel est votre avis, vous qui êtes togolais, de ces griefs-là qui sont faits au PNP de Salifou Atchadam? Oui, dans ma dernière intervention, je disais que il y a des relents d'islamisme, de djihadisme qu'on impute au PNP. Et ceux qui le disent n'ont pas totalement tort. Parce que quand vous voyez les images
Je me réfère aux images. Mais le leader du PNP lui-même pris individuellement. Il ne véhicule pas ce discours. Quand vous suivez ces discours, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Mais la difficulté à son niveau, c'est qu'il n'arrive pas, à mon sens, à mettre la main sur tous les militants. Il ne maîtrise pas tous les militants. C'est vrai que chaque parti politique a sa base. Et lui, sa base, c'est dans la région centrale, à Sokodé, puisque lui-même, il est natif de Sokodé. Justement, il avait organisé l'un de ses premiers meetings, c'était à Sokodé, où il a fait le stade plein. Donc, on estime que il prend sa source au niveau de Sokodé, qui est une ville forcément à connotation ou bien à relent la religion islamique est très poussée là-bas. Il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi d'autres religions, mais ils sont beaucoup plus musulmans que d'autres religions. Alors, quand on le lit ou bien quand on le rapproche à son fief, on se rend compte qu'il s'appuie sur la religion pour prospérer ou bien pour s'élancer dans l'arène politique. Même quand vous venez à Lomé, là où se tiennent les réunions hebdomadaires du PNP, c'est dans la partie Agoué, où il y a une forte communauté musulmane. Et donc, ça, on ne peut pas lui faire un procès pour ça. Mais l'erreur, c'est de laisser certains propos islamistes dominer certains militants zélés ou des militants incontrôlés, entre guillemets, qui tiennent des discours et qu'on ampute à son leader, parce qu'en réalité, le leader qui se dit panafricaniste, il a l'habitude de dire que quand on est panafricaniste, on ne peut pas être accusé de tribalisme. Parce que panafricain, c'est que tu œuvres pour toute l'Afrique. Mais au sein de ces militants, il y en a qui s'appuient sur la religion. Sinon, comment comprendre qu'à une manifestation pacifique, des gens tiennent des chapelets dans la main gauche et une arme dans la main droite. Donc ces images-là ont laissé de mauvais clichés dans la tête des Togolais. Maintenant, pour peut-être revenir sur ce que Perzo disait, il est important de rappeler que l'État togolais doit faire des efforts pour évoluer vers les réformes. Parce que le PNP et puis d'autres formations politiques, on parle des réformes. On dit il faut forcément qu'on limite le mandat présidentiel. Si la Constitution reste en l'état et qu'on doit organiser les élections, on se rappelle du Sénégal, où Abdoulaye Wade, à la fin de son deuxième mandat, avait essayé de tripatouiller les thèses pour se repositionner. Mais comme l'opposition a été organisée, il a été battu à plate couture. Donc, la réelle difficulté de l'opposition, c'est l'opposition togolaise, c'est qu'elle n'arrive pas à se mettre ensemble. Sinon, en 2015, je crois que le collectif Sauvons le Togo et puis l'ANC, le parti de Jean-Pierre Fabre, avaient insisté sur l'apurement du fichier électoral. Avec l'appui de la francophonie, le fichier électoral a été apuré. Parce qu'on estimait, on faisait le procès au gouvernement d'avoir gonflé le fichier électoral. Que les morts votaient. Et ça a été apuré. Et quand vous voyez le travail qui a été fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de problème au niveau du fichier électoral. Donc, nous estimons que s'il y a une entente au niveau de l'opposition... Ça n'est pas dans l'intérêt du pouvoir. Oui, mais si tant est... Non, justement, ça dit que c'est l'opposition qui doit se mettre ensemble. Si tant est que le Faure Gnassingbé n'est pas aimé par le peuple togolais, si l'opposition se met ensemble au cours de l'élection, on balaie Faure Gnassingbé parce qu'il est en train de poursuivre son mandat. Là. Il faut qu'il finisse le mandat avant les élections. Après les élections, si l'opposition est majoritaire, elle gagne. Auquel cas, on ne peut pas demander à quelqu'un dont le mandat est en cours de quitter le pouvoir. Ne fait rien, et alors absolument rien pour faciliter la tâche à l'opposition. Parce qu'il y a aussi une façon de faciliter la tâche à l'opposition. Oui. Jos Perzo Anango, il y a eu la journée Togo mort, vendredi dernier. Visiblement, les rues de la capitale étaient désertes. Votre appréciation sur cette, on peut dire... on peut parler de réussite pour l'opposition. Bon, ça dépend. Il faut nuancer. En fait, le Togolais ou le Béninois n'aime pas la brutalité. C'est-à-dire, nous ne l'avons pas dans nos gènes. Et lorsque une partie de la population, ou alors un parti politique, pour tout dire, organise une activité dont on pressent de la violence, on peut s'abstenir de sortir. Cela ne veut pas dire qu'on est partisan du mot d'ordre. Je ne sais pas si vous faites la nuance entre ne pas sortir, ne pas aller ouvrir sa boutique, ne pas aller ouvrir son bureau parce qu'on a peur d'être braqué, pris à partie, ne veut pas dire forcément qu'on est partant pour le mot d'ordre. Bon, donc, il faut mélanger tout ça. Cette journée morte au Togo
moi, je la vois de cette manière-là. Des gens ne sont pas allés ouvrir le commerce simplement parce qu'ils ne voudraient pas se retrouver en difficulté. Et d'autres ont observé le mot d'ordre. Donc, c'est à nuancer. Donc, ce qui fait quand même l'affaire des partis de l'opposition qui l'ont proclamé. Parce qu'au finish, on a remarqué des images de rues désertes, de boutiques fermées. Voilà. Simplement, on a notamment vu aussi Union pour la République, UNIR, appeler à une réunion les cadres du parti, notamment le ministre Gilbert Bahara de la fonction publique, dire clairement que le discours ne peut pas être un discours de haine et appeler aussi les manifestants ou les militants de UNIR à des marches prévues pour les 29, 30 et 31, pratiquement au même moment que l'opposition prévoit encore de marcher. Votre avis sur cette stratégie, puisque là on est en pleine stratégie politique, votre avis? Oui, mais avant de revenir, je veux placer un mot par rapport aux journées Togo-Mort. Perzo, mon confrère, a bien fait d'expliquer, parce que ceux qui ne sont pas allés ouvrir leur commerce, ça ne veut pas dire forcément que c'est des militants de l'opposition. Et puis quand vous voulez vraiment mitiger, vous allez voir que le vendredi, là, l'administration publique a fonctionné comme sur des roulettes. Il y avait Tout à fait. Le gouvernement avait d'ailleurs prévenu que l'administration... Voilà. Donc ça veut dire que les agents de l'administration publique, on ne peut pas dire que tous sont du côté de UNIR. On ne peut pas aussi dire que ceux qui ne sont pas allés ouvrir leur commerce sont aussi de l'opposition. Mais il y a cette peur parce que par le passé, il y a eu des mots d'ordre comme ça qui n'ont pas été respectés et des gens ont eu des boutiques qui ont été incendiées, des boutiques qui ont été pillées. Maintenant, pour revenir à la réunion du parti présidentiel UNIR qui a appelé à manifester les 29, 30 et 31, moi je pense que c'est leur façon de prouver à l'opinion nationale et internationale que Faure Gnassingbé, contrairement à ce que les gens pensent par rapport aux manifestations du 19, Faure Gnassingbé a l'immense majorité des Togolais derrière, parce que l'Union pour la République entend faire de ces 3 jours des marches gigantesques à travers le pays. Et c'est des stratégies politiques, parce que si UNIR reste là à croiser les bras, peut-être que les observateurs peuvent estimer qu'il n'y a plus de soutien pour Faure Gnassingbé, alors qu'il y a encore ce parti qui travaille, qui fonctionne, mais tranquillement. Mais par le passé, je crois qu'il y avait la même manifestation qui avait été prévue le 19 par UNIR. Le même jour où le PNP devrait manifester, UNIR aussi manifestait. Donc je crois que le bon sens avait prévalu et UNIR avait reporté sa manifestation. Aujourd'hui, UNIR manifeste au même moment pratiquement avec l'opposition, mais à la dernière minute, l'opposition a fait du rétropédalage et l'opposition a dû reporter sa manifestation pour éviter des germes de tension et de violence qui étaient un peu éparpillés dans l'air. Ça et là. C'est bien heureux. C'est heureux. Joseph Zouanago, il y a aussi le fait, on n'en a pas forcément parlé, que le PNP, qui est un parti créé en 2014, qui aujourd'hui arrive à mobiliser, est-ce que ce n'est pas déjà un camouflet pour le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre? Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que, quelque part, il faut reconnaître que les partis traditionnels de l'opposition sont un peu essoufflés. Pourquoi essoufflés? Ah oui. On le dit vulgairement chez nous, faire l'opposition pendant 10 ans, c'est pas facile. Enfin, ça dit c'est des boutades que nous entendons ici. C'est pareil au Togo. L'UFC l'a pris à ses dépens. C'est-à-dire le plus grand parti, au départ, le plus grand parti de Gilles Christ-Olympio, en termes d'opposition, a été exténué. C'est pas facile sous les tropiques de faire de l'opposition lorsque vous n'aviez même pas un statut. C'est tout récemment. Il n'y a pas quand même longtemps que Jean-Pierre Fabre, on lui a concédé le statut de chef de file. Au passage, je félicite le Togo parce que c'est un grand effort. Mais auparavant, cela n'existait pas. Jean-Pierre Fabre doit sortir les moyens, déployer des ressources. Et pour animer une opposition, c'est pas facile. Donc, cette opposition traditionnelle est un peu essoufflée. Et on veut du nouveau. Alors, le PNP est venu satisfaire à cette exigence d'une certaine population qui piaffe d'impatience pour se montrer ou se faire valoir. Alors, moi, j'explique un peu ce qui s'est passé par cela. Je ne crois pas que le PNP soit plus outillé que les partis traditionnels. Mais à leur actif, je voudrais reconnaître volontiers qu'ils ont usé d'outils que les autres partis n'utilisaient pas. C'est-à-dire les réseaux sociaux ont contribué énormément à amplifier ce qui s'est passé au Togo. Il y a des choses qui n'ont jamais eu lieu au Togo au cours de ces manifestations, mais que les réseaux sociaux ont véhiculé. C'est-à-dire on a vu
des agents, des soldats molester des citoyens dans une maison, dans une prison, dans un commissariat. Ces images n'ont jamais été celles du Togo. C'est le bataillon interarmes, le bataillon d'intervention rapide du Cameroun qui était en action. Pourtant, on l'a attribué au Togo. Il y a eu beaucoup d'autres images. Donc, ils ont abondamment utilisé les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas de Jean-Pierre Fabre. C'est-à-dire, ils sont restés un peu trop classiques. Vous comptez donc que c'est une nouvelle stratégie politique du PNP qui a payé. Tout à fait. Votre avis, Sam Diop? Non, je pense qu'aujourd'hui, je parlais de la recomposition de la classe politique parce que au-delà du fait que les réseaux sociaux ont été abondamment utilisés, mais le Parti national panafricain a l'habitude de tenir des réunions de façon hebdomadaire. Chaque samedi, il y a des militants qui sont rassemblés, on les entretient, il y a des discours qui sont faits, il y a des sensibilisations qui sont faites. Jean-Pierre Fabre avait aussi l'habitude d'aller à la plage tous les samedis. Oui, mais au cours des marches. Là, c'était des marches de protestation qui l'amenaient à la plage. Or, si vous marchez tous les jours sans aucun résultat, les gens finissent par s'essouffler. Et puis, le Parti national panafricain a aussi s'est implanté à l'intérieur du pays. Et c'est des antennes qui fonctionnent très bien, contrairement au parti traditionnel. Je crois que la stratégie n'a pas été la même que celle utilisée par les partis traditionnels. Maintenant, ça a été payant parce que derrière ce parti, il y a des militants qui sortent. Mais le Parti national panafricain qu'on comprend aujourd'hui, ou bien qu'on cède, qu'à lui seul, il ne peut pas mener le combat. Dans l'un de ses messages audio qu'on a diffusés sur les réseaux sociaux, il appelle à l'unicité de l'opposition. Il disait même à Jean-Pierre Fabre, grand frère, cher grand frère, l'unité a sonné. Ça veut dire que lui-même, humblement, il reconnaît que seul, il n'a pas assez de ressources, assez de force pour mener le combat et qu'il a besoin des autres. Donc ça veut dire que ce soit lui ou que ce soit les autres formations politiques de l'opposition, l'heure est à l'union, l'heure est à l'unicité. Et comme moi je le disais, si tant est que le peuple togolais ne veut plus de Faure Gnassingbé, c'est à l'issue d'un scrutin que le peuple va l'exprimer. Mais si le gars est en train de continuer son mandat et on estime qu'il faut le faire partir du pouvoir, je crois que nous sortons dans ce cas de contexte démocratique. Voilà. La question n'est pas de ne pas vouloir de Faure, c'est de l'alternance qu'il est question. C'est-à-dire, Faure n'est pas le problème en fait du Togo. Hein. C'est l'alternance qui doit être une quête permanente de tous les Togolais. Mais oui, mais ça ne se décrète pas. C'est à l'issue des élections qu'on peut. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, par rapport aux reproches ou aux demandes de l'opposition, on parle de recomposition de la Cour constitutionnelle, on parle de la commission électorale qui doit être réhabilitée en quelque sorte. Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce type, est-ce qu'on ne peut pas trouver ces consensus-là, même si on ne va pas forcément à la refonte de la machine Togo, c'est-à-dire revoir la Constitution? Est-ce que des préalables comme recomposition de la Cour constitutionnelle ou commission électorale, est-ce qu'on ne peut pas y aller sans faire tout le processus, sans mener tout le processus? Votre avis, Joseph Zouane, rapidement. Ça me paraît difficile parce que y a un noyau dur. Hein. La Constitution du Togo, telle qu'elle est aujourd'hui, s'impose et s'invite à tout, dans tous les compartiments de la vie du pays. Il peut me démentir ou peut-être me confirmer. Et donc, si on choisit d'autres voies pour régler les problèmes majeurs du Togo, il se trouverait qui vont être frappés du saut d'inconstitutionnalité. Tout à fait. Et là encore, les argumentaires ne manqueront pour juger de la chose dans un autre sens. Et donc, il vaut mieux plutôt se baser, selon moi, sur les lois fondamentales du Togo pour asseoir quelque chose de durable. Votre avis? Non, moi, je pense qu'il y a un travail formidable qui a été déjà fait par le gouvernement. Quand vous parlez de la recomposition de la Cour constitutionnelle, de la CENI, de la HAC, puisque c'est les institutions de la République, pour ne citer que celle-là. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas que les juges qui sont proches du pouvoir. Il y a des juges qui sont proches de l'opposition qui y siègent. Donc, un travail formidable a été déjà fait à ce niveau. Au niveau de la CENI, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Francis Pedro Amouzou. C'est le vice-président de la CENI et il est membre de l'ANC. D'un certain Atanchi Edem qui est membre de l'ANC mais qui est au sein de la CENI. Donc, au niveau de ces institutions, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déjà faits. Au niveau de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, il y a un confrère journaliste qui y est, Zeus Asiadouvor, que Jos Perzo peut connaître parce qu'il anime l'un des quotidiens proches de l'opposition
les plus de grand tirage, les plus virulents, qui est membre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de réforme institutionnelle. Maintenant, il faut que les présidents de ces institutions, ou bien les acteurs, chacun à son niveau, essaient de ne pas embrigader, ou bien de ne pas brimer, ou bien de ne pas laisser transparaître leur appartenance politique au sein de l'animation de ces institutions. Donc moi, je pense que en tout et pour tout, il y a des efforts qui ont été déjà faits. Les acteurs politiques doivent pouvoir... Il y a un peu de saupoudrage, mon cher confrère doit le concéder. Et Zeus, dont il parle, est membre de la haute autorité de la communication du Togo. Cependant, il s'est retrouvé à l'étroit, s'agissant du règlement du problème de LCF, par exemple. Voilà, le temps est parti à cette émission, déjà épuisé. Merci beaucoup, Sam Diop. Non, c'est à moi. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'éveil de la Nation. C'est un journal qui paraît au Togo. Face à vous, Josper Zouanago, journaliste, consultant en médias au Bénin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA. Merci.